Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman qui restait à causer avec les autres, au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère qui trouvait que c'était une pitié de rester enfermée à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père les jours de trop grande pluie parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. « Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement. Surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. » Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie, alors que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Mais le seul d'entre nous, pour qui la venue de Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers, où seulement M. Swann était là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde et je venais ensuite m'asseoir à table jusqu'à 8 heures, où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Et justement, ces soirs-là, où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse publiquement, brusquement. Nous étions tous au jardin quand retentirent les 2 coups hésitants de la clochette. On savait que c'était Swann. « Ah, voilà M. Swann, nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, » dit mon père. Ma mère pensait qu'un mot d'elle effacerait toute la peine que dans notre famille on avait pu faire à Swann depuis son mauvais mariage avec Odette de Crécy. Elle trouva le moyen de l'emmener un peu à l'écart, mais je la suivis. Je ne pouvais me décider à la quitter d'un pas en pensant que tout à l'heure, il faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre sans avoir, comme les autres soirs, la consolation qu'elle vint m'embrasser. « Voyons, monsieur Swann, lui dit-elle. Parlez-moi un peu de votre fille. Je suis sûr qu'elle a déjà le goût des belles œuvres, comme son papa. »« Mais venez donc vous asseoir avec nous tous sous la véranda, » dit mon grand-père en s'approchant. Ma mère fut obligée de s'interrompre, mais elle tira de cette contrainte même une pensée délicate de plus, comme les bons poètes que la tyrannie de la rime force à trouver leur plus grande beauté. « Nous reparlerons d'elle quand nous serons tous les deux, dit-elle à mi-voix à Swann. Il n'y a qu'une maman qui soit digne de vous comprendre. » Nous nous assîmes autour de la table de fer. J'aurais voulu ne pas penser aux heures d'angoisse que je passerais ce soir seul dans ma chambre, sans pouvoir m'endormir. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant tout le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir. » Et mon père,
qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher ». Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère, vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. » Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur. Montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau et, défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été, j'eus un mouvement de révolte. Je voulus essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Mais pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse. Je pense que Françoise ne me crut pas. Puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour les parents d'avoir un enfant pareil ?» Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer invisible et ravi dans la même pièce qu'elle, aller lui parler de moi à l'oreille. Ma mère ne vint pas. Et sans ménagement pour mon amour-propre, me fit dire par Françoise ces mots « Il n'y a pas de réponse ». Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au pied de mon lit. Je ne faisais presque aucun mouvement afin qu'on ne m'entendît pas d'en bas. Dehors, les choses semblaient, elles aussi, figées en une muette attention à ne pas troubler le clair de lune. Ce que je voulais maintenant, c'était maman. C'est lui dire bonsoir. J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann. Et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allai à la fenêtre. Mon père et ma mère restèrent seuls et s'assirent un instant. Puis mon père dit « Eh bien, si tu veux, nous allons monter nous coucher. »« Si tu veux, mon ami, bien que je n'ai pas l'ombre de sommeil. Ce n'est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir si éveillé. Non, mais j'aperçois de la lumière dans l'office. Et puisque la pauvre Françoise m'a attendu, je vais lui demander de dégrafer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.